Alors, je disais que André Figueras avait écrit un ouvrage qui s'appelle Le palimpseste de Vichy. Donc, André, première chose, soyez gentil de nous dire ce qu'est un palimpseste, parce que véritablement... Eh bien, vous connaissez sans doute la fameuse histoire du diplomate français qui avait acheté un Tiepolo en Italie et qui s'est dit je pourrais pas le passer à la frontière parce que les douaniers vont me dire que c'est propriété nationale. Alors il a fait peindre un Victor Emmanuel sur le Tiepolo en se disant je le ferai gratter une fois en France. Une fois en France, il a fait gratter le Victor Emmanuel et l'artiste qui travaillait cela lui dit mais sous votre Tiepolo il y a quelque chose. Alors, il a dit, après tout, il y a peut-être alors quelque chose du XVe siècle. Eh ben, c'était un Garibaldi sous le Tiepolo. C'est très amusant. Alors, le palimpseste, c'est quelque chose qu'on écrit ou qu'on peint sur ce qui existe précédemment et qui se superpose au texte d'origine ou à la peinture d'origine. Et c'est pour cela que j'ai défini cela pour démontrer ce qu'était en réalité le régime de Vichy et ce qu'il y avait dessous ou dessus. Et pour présenter ce petit livre, j'ai imaginé un jeu de société qui réussit assez bien. Je dis aux gens, on vous explique qu'actuellement il y a une catégorie de gens très bien qui sont les républicains, et puis il y a une catégorie de gens abominables qui sont les vichistes. Alors voulez-vous, s'il vous plaît, sortir votre portefeuille, et de ce portefeuille extrayer le nouveau billet de 100 francs. Ce billet de 100 francs... Encore faudrait-il en avoir. Oui, mais enfin, c'est encore banal. Bon bah. Ce billet de 100 francs, il avait été imprimé à l'effigie des frères Lumière, qui sont les inventeurs du cinéma, de grands industriels, qui ont fait la prospérité de Lyon et de toute la France. Et le Canard enchaîné s'étant aperçu que l'un des frères Lumière avait été membre du Conseil national de Vichy, on a pilonné ces billets, et on en a fait d'autres, à l'effigie d'un grand républicain, Gustave Eiffel. Alors tout le monde connaît Gustave Eiffel parce qu'il a fait la tour et le viaduc de Garabit et un certain nombre de choses. Il n'a d'ailleurs pas du tout fait la tour, entre parenthèses, mais bref. Bon. Mais ce que personne ne semble savoir, c'est que ce Gustave Eiffel était aussi une parfaite fripouille. Condamné à 2 ans de prison et à 30 000 francs or d'amende pour abus de confiance. Il a mérité d'être député, alors. Et car lorsque Lesseps s'est trouvé embarrassé par ses travaux de Panama, qui se présentaient beaucoup plus mal que prévu, il a demandé à Eiffel de se substituer à l'entrepreneur qui faisait les déblaiements. Il s'est dit, Eiffel est célèbre, ça passera mieux. Et Eiffel lui a dit, ah, moi je veux bien, mais vous payez 7 francs le mètre cube, maintenant ça sera 32 francs. Toujours en francs or. Alors Eiffel a donc été condamné. Naturellement, la Cour de cassation, qui a l'habitude de rendre des services plutôt que des arrêts, a déclaré qu'il y avait prescription et l'a blanchi. Ou plus exactement, a annulé la procédure sous prétexte de prescription. Et il a tout de même fallu qu'Eiffel verse 3 millions de francs or pour se dédouaner. Alors donc, voilà qui est typique. Il a versé qui, pas au président de la Cour de casse? Non, bon. Peut-être pas, mais il l'a versé, je ne sais plus si c'est à l'Esseps ou si c'est à l'État. Mais en tout cas, voilà qui est typique. Non, je dis ça parce qu'à l'époque, on pouvait envisager, maintenant ce serait plus possible, évidemment. Oui, on n'imagine pas d'acheter un magistrat. Mais il y a 100 ans, je ne vais pas vous parler de Panama, mais la Troisième République a commencé dans la pourriture, comme la Cinquième va y finir. Il y a un parallélisme extraordinaire. Mais enfin, c'est pas de ça que j'ai voulu parler, c'est de Vichy. De Vichy, parce qu'on nous raconte maintenant toujours le régime de Vichy, la police de Vichy, etc., etc., etc. Et en fait, moi je dis, qu'est-ce qu'il y avait à Vichy? Il y avait d'abord, en France, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des couches superposées. Il y avait d'abord l'armée allemande, avec tous ses pouvoirs, qu'on semble oublier, parce que maintenant, il n'y a plus que Pétain, Hitler, ça n'existe pas, c'est Pétain qui a fait tout le mal. Bon, alors il y avait l'armée allemande, qui était la grosse chose. Et puis il y avait le gouvernement du maréchal, qui était quelque chose qui essayait de protéger ce qu'on pouvait protéger. Et puis en dessous, il y avait l'administration française, qui était l'administration républicaine. Quand on nous parle de la police de Vichy, le maréchal n'a pas sorti une police de son képi. Il a été obligé de prendre la police qui avait été nommée par qui? Par Salengro, par Sarraut, par Mandel. Alors d'ailleurs,
De Gaulle, qui dit toujours la vérité en mentant, il y aurait à étudier extraordinairement la chose. De Gaulle dit toujours la vérité, mais toujours en mentant. Et quand il a réuni les flics en 44 à la Libération à Paris pour leur remettre la fourragère rouge, ce qui a un peu surpris un certain nombre de résistants qui avaient été arrêtés par ces mêmes policiers. Enfin, ceux qui n'étaient pas morts, ceux qui n'avaient pas été assassinés. Il a dit, cette police, que sa fonction maintint sur place. Eh bien alors, c'est la définition de la collaboration. Bon, je ne jette pas la pierre à la police, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Mais je constate que toute l'administration républicaine est restée en place à l'ombre du maréchal, avec la ferme intention, lorsque il faudrait rendre des comptes, de tout rejeter sur le maréchal, de dire c'était les ordres de Vichy, alors c'était pas les ordres de Vichy, c'était les ordres allemands. Et la justice était aussi la justice. On ne crée pas une justice de bric et de broc comme ça tout d'un coup. Et c'était les magistrats qui étaient en poste sous la Troisième République, etc. Qui sont d'ailleurs restés en poste. Qui sont d'ailleurs restés en poste, après avoir tous prêté serment au maréchal. Le seul qui n'a pas monté en grade, c'est le seul qui n'avait pas prêté serment au maréchal, un nommé Didier. Mais donc, les mêmes magistrats qui avaient condamné les résistants ont condamné les collabos après la libération. Bien sûr. Il faut lire Galtier Boissière si on n'a pas encore... Dans un autre exemple, les cheminots. On nous a fait tout un patafard avec la bataille du Rail, qui était un film pas mal fait d'ailleurs, mais tout à fait truqué. Il y a à la gare de l'Est une magnifique plaque de marbre pour rendre hommage aux cheminots qui, par leur intense travail, ont accéléré le retour des déportés. Et par leur intense travail, ils les avaient emmenés. Il faut tout de même savoir que le dernier convoi de déportés est parti de Bordeaux le 15 août 44, à une époque où toute la France était soulevée, où la Wehrmacht était dans la débâcle, et ce convoi, avec des difficultés extraordinaires qui prouvent une conscience professionnelle admirable, ce convoi est quand même arrivé jusqu'en Allemagne avec ses déportés. Ça dit, il faut reconnaître que les Allemands étaient quand même pas à moitié fous de continuer à emporter des déportés, si j'ose dire, alors qu'eux-mêmes étaient en pleine débâcle. Tout ça était absurde, mais cette année 44, tout le monde est sombré dans la folie. Hervé Le Boterf, qui est venu il n'y a pas très longtemps dans cette émission, on parlait de son livre La vie parisienne pendant l'occupation, remarque dans ce livre une chose qui est du même ordre, André Figueras, c'est que pendant toute l'occupation, les fameux ouvriers du livre, les durs des durs du Parti communiste qui sont dans toutes les imprimeries du labeur, et les imprimeries de presse plus exactement, ont publié la presse collaborationniste et la presse allemande à Paris, dont le Pariser Zeitung, sans un jour de grève. Bien sûr. Il n'y a pas eu un jour de grève dans les imprimeries françaises. Si vous prenez un autre exemple, à Chartres, l'aérodrome de Chartres, il y avait une base de la Luftwaffe, c'était les ouvriers communistes qui réparaient les avions allemands, et là, ils ne les sabotaient pas comme ils sabotaient les nôtres en 39. C'est la différence. Et dans tous les domaines, alors, il y avait maintenant le problème de la résistance, parce que la résistance vraie, qui a été peu de choses et qui a été décimée très souvent sur délation, en particulier des communistes. Parce que cette résistance vraie, elle embêtait tout ce qui était en place et tout ce qui voulait y rester. Car je sais fort bien quelle était notre mentalité dans cette petite résistance vraie. On ne voulait plus revoir la Troisième République pourrie et tous ses pourrisseurs. On voulait liquider tout ça. On ne savait pas très bien d'ailleurs ce qu'on mettrait à la place, mais on voulait liquider tout ça. Alors cette résistance, elle ne faisait pas du tout l'affaire de l'administration républicaine qui comptait bien avoir vécu sous la terreur, comme Sieyès, et rejeter toutes les responsabilités sur le maréchal, et puis réapparaître tranquillement dans une 4e République conforme à la 3e. Et la résistance ne voulait pas de ça, donc on a saqué la résistance et on lui a substitué une fausse résistance organisée de toutes pièces, avec des gens sûrs, des gens qui souvent avaient plus ou moins collaboré et qui par conséquent avaient besoin de se dédouaner, à qui on donnait des assurances, car De Gaulle, encore lui, disait « les circonstances ont été exceptionnelles, souvent absolutoires, en raison des ordres du gouvernement de Vichy ». C'était pas les ordres du gouvernement de Vichy, on pouvait toujours ne pas y obéir, ou tout au moins y obéir très discrètement. Je vais vous donner un exemple de résistance passive que j'ai vécu pendant quelque temps. À un moment donné, tout mon réseau
et mon père même ayant été arrêté, je ne savais plus quoi faire, je ne pouvais pas rentrer chez moi, et j'ai trouvé un refuge pendant un moment au chantier du barrage de Génissia, qui était entre les mains de gens de la résistance en fait. Et les Allemands comptaient beaucoup sur ce barrage de Génissia pour avoir une source d'énergie importante, de sorte que c'était prioritaire pour toutes les fournitures. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait claquer des bombes, des explosifs toute la journée. On avait besoin de tonnes de ciment pour boucher les trous qu'on creusait. On saccageait comme ça. Ça, c'était de la résistance passive efficace. C'était pas d'aller tuer des gens qui vous déplaisaient ou de les piller. Mais cette résistance-là, c'était pas celle qu'on a ensuite montrée au peuple, car elle n'en valait pas la peine, Dieu sait, contrairement à la tête de Danton. Alors, ce qui vous expliquez aussi dans le palimpseste de Vichy, le palimpseste, à propos, un auditeur nous dit, ça, le palimpseste, c'est pas exactement ce que vous dites. C'est un parchemin qui a été raclé, dont l'écriture précédente a totalement disparu. Ah non, je ne crois pas. On réécrit par-dessus. Ah, moi, je crois pas. Je crois alors, que le débat est ouvert. Oui, enfin bon, c'est un débat grammatical. Amis auditeurs, à vos dictionnaires. Oui. J'apprends que monsieur François Lehuydeux, qui était ministre du Maréchal Pétain et qui était le père de la synarchie qui n'a jamais existé. Oui. Il est venu l'expliquer l'autre jour à ce micro. François Lehuydeux est mort, on a célébré ses obsèques. Il avait eu pas loin de 98, je crois, ans, et on l'a entendu l'autre jour dans l'émission de Jean Ferry, il était en dehors du fait qu'il mentait comme un arracheur de dents, en prétendant que jamais la synarchie n'avait existé. Alors, ça c'est quand même extraordinaire. En fait. Oui. Lehuydeux venant expliquer que la synarchie n'a pas existé, c'est à se taper le derrière contre la suspension. Enfin, il savait très bien ce qu'il faisait en mentant. J'emploie le mot mentir dans ce cas-là, dans son sens le plus noble. Oui. Quelle prodigieuse intelligence et quelle prodigieuse jeunesse. Mais oui, il est mort très brusquement. Il est mort très brusquement. Et on a vu non plus, pas de notice nécrologique, rien du tout, comme pour Madame Salan, le même silence. Je le voyais bien parti pour battre, aidez-moi, non, pas Jeanne Calment quand même, non, l'écrivain allemand, qui est mort à 103 ans. Ah oui. Ernst Junger. Ernst Junger, oui. Alors un auditeur nous fait savoir qu'il n'est pas du tout d'accord avec le maréchal Pétain. Il est un peu tard pour s'en apercevoir, mais il dit que c'est un vieux bonhomme qui a fait des choses épouvantables et qui s'est mal entouré. Alors je sais pas qui est cet auditeur, mais c'est dommage. C'est un peu sommaire comme définition. C'est dommage que cet auditeur ne soit pas manifesté en 39, parce que. Oui, enfin s'il avait l'âge. Forcément, puisque pour pouvoir critiquer, il faut avoir été capable de faire. Oui, je pense. Donc en 39, il serait signalé, on aurait pu le choisir pour diriger les destinées de la France. Je dois dire qu'à l'époque, d'ailleurs, j'étais pas du tout pétainiste, ce qui me donne d'autant plus de liberté pour en parler. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était petit. Un jour, l'amiral Auffandt m'a dit, est-ce que dans la résistance, vous avez tué des gens? Alors, je lui ai dit, non, amiral, je me suis essentiellement borné à fournir des faux papiers aux gens qui n'avaient pas de papiers faux et qui ne voulaient pas partir en travaillant en Allemagne. Vous étiez comme les cinéastes, quoi. Vous étiez voilà. pour les sans-papiers. Voilà. Oui, je disais, le palimpseste de Vichy, il y a un aspect qui est tout à fait intéressant dans ce bouquin, dont vous n'avez pas parlé pour l'instant, mais peut-être que vous voulez pas l'approfondir parce que il faut pas déflorer le livre. C'est toute la description que vous faites de l'espèce de complot génial et diabolique par lequel on a utilisé le maréchal, la Troisième République, toute la canaillerie de la Troisième République a utilisé le maréchal comme paravent, comme pique-feu, comme je sais pas, râteau à tirer les marrons. Jean a dit une bouée de sauvetage. Ouais. Car effectivement, sinon en 40 ils étaient foutus. Le peuple français ne pensait qu'à les balancer dans la flotte, que ce soit l'Allier, la Seine ou la Méditerranée. D'ailleurs, ceux qui sont partis sur le Massilia ont vu comment ils ont été reçus à Casablanca. Bon, c'est le maréchal. Je dis que le maréchal a sauvé la France, mais il n'a pas pu faire autrement. Il a sauvé la République, qui a duré sous lui, en s'abritant sous lui et en l'accusant ensuite de tous les maux. Et il a même sauvé De Gaulle, car il est évident que s'il était parti en Algérie, comme le voulaient Auffandt et quelques autres, et je ne critique pas non plus. Je comprends fort bien qu'il se soit dit, si je m'en vais,
les Allemands vont en trouver prétexte pour déchirer complètement le peu qui reste d'armistice, il n'y aura plus aucune protection. Il avait juré de rester pour protéger les Français, il a eu tort ou raison, j'en sais rien. Et moi j'admire beaucoup les gens qui tranchent, les gens qui vous disent il fallait pas signer l'armistice, ils savent tout ça maintenant, eux, ils ont bien de la chance, moi je ne sais pas. Je voudrais bien savoir d'ailleurs où ils étaient au moment où le maréchal Pétain a signé l'armistice. Si ça se trouve, ils étaient la paille au cul sur les routes de France, probablement, en train de cavaler dans les probablement. Donc, tout ça, où ils se sont rendus parce où que ils n'étaient pas nés. Oui, ils n'étaient pas nés. Alors, la plupart n'étaient certainement ceux pas nés parce que les plus courageux... le droit de parler de ces choses, à mon avis, si on ne les a pas vécues. Parce que on ne peut pas se rendre compte de ce que c'était que la situation. Enfin, vous savez, quand on voit qu'aujourd'hui, on appelle comment il s'appelle, Prejlocage, le danseur qui a quitté Toulon quand la municipalité Front National a pris la mairie par les urnes. Alors, Prejlocage a démissionné le lendemain et il est parti danser ailleurs. On l'appelle un résistant. Alors évidemment, si les gens croient que c'est ça la résistance, c'est normal qu'ils s'étonnent qu'en 40, 41, 42, 43, 44, il n'y ait pas eu plus de résistants. Parce que s'il suffisait pour être un résistant à l'époque de déménager d'une ville occupée par les Allemands pour aller s'installer dans une ville qui n'était pas occupée par les Allemands, c'est-à-dire en gros de franchir la ligne de démarcation, évidemment, c'était pas difficile d'être résistant. Seulement, c'était quand même une autre paire de manches, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'en parle par mes lectures. C'était autre chose. Quand je lis, je parlais tout à l'heure de Galtier-Boissière, et que je vois que, par exemple, vous parliez de la police de Vichy tout à l'heure, vous évoquiez cette espèce cette espèce d'arnaque intellectuelle qu'on appelle la police de Vichy. Eh bien, Galtier-Boissière raconte que le jour de la Pentecôte 1942, il me semble que c'est 42 ou 43, en tout cas le jour de la Pentecôte, en pleine occupation, un groupe de jeunes du PPF sort de la mutualité et remonte vers le Panthéon en criant des slogans antisémites. Et ils prétendent descendre par la rue Soufflot jusqu'au boulevard Saint-Michel pour dévaler le Mont Saint-Michel. Ils sont en chemise bleue avec les baudriers. Le PPF, c'est le parti de Jacques Doriot. Jacques Doriot, il est membre du Conseil national. C'est une éminente personnalité du pouvoir, de l'époque, du régime. Et donc les jeunes de son parti en pleine occupation défilent sur la rue Soufflot en criant des slogans antisémites. Et au bout de la rue Soufflot, il y a un cordon d'agents de police à pèlerine qui dit non, vous n'entrez pas sur le boulevard Saint-Michel, vous ne descendez pas le boulevard Saint-Michel. Les jeunes du PPF qui ont avec eux le pouvoir, tout ce qu'on peut imaginer, disent qu'on va quand même pas obéir à une file de poulets mal dégrossis, et ils essayent de forcer le barrage. Et les flics les mettent en fuite à coups de pèlerine, et en leur tapant dessus avec leur bâton blanc. C'est raconté par Galtier-Boissière qui en est le témoin. Alors quand vous dites aujourd'hui à un jeune homme de 20 ans ou de 25 ans qu'en pleine occupation à Paris, les représentants d'un parti collaborationniste qui était dirigé par un des chefs du régime pouvaient se faire taper sur le coin de la figure par des flics à bâton blanc parce qu'ils prononçaient des slogans antisémites, le jeune vous regarde comme si vous étiez un fou. Parce que le mensonge est tellement énorme à l'heure actuelle que plus personne n'ose dire la vérité. Justement, ce que j'explique aussi, parce que je ne veux pas accaparer ce micro trop longtemps, c'est comment s'est faite la grande collusion entre les communistes et les gaullistes. Trinquier, le colonel Trinquier parlait toujours du gaulo-communisme, mais il y a eu une grande collusion parce que les communistes qui avaient trahi en 39-40 avaient besoin d'une réhabilitation et les gaullistes avaient besoin d'hommes de main. J'ai cité ce document d'un officier français qui, revenant d'Alger, nommé à Paris juste au moment de la libération, passe en Dordogne où ses parents étaient, il passe en Dordogne pour les voir, il constate ce qui se passe dans ce département sous la terreur rouge, et une fois arrivé à Paris, il fait immédiatement un rapport en disant « mais qu'on me donne un régiment de Spahis, moi je remets tout ça en ordre ». Et l'amiral Barjot, qui est chef d'état-major, lui répond « ne dites rien, ne faites rien, le général a besoin des communistes ». Il avait besoin des communistes pour semer la terreur et apparaître comme le sauveur. C'est toujours le même système. Et alors on a réhabilité les communistes et on traite maintenant de martyrs de la résistance, des gens qui ont été fusillés comme otages par les Allemands parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils avaient été arrêtés en 39-40 sabotant la défense nationale française, parce que c'était des traîtres.
Et maintenant, ce sont devenus des martyrs de la résistance. Notamment, un des otages de Chateaubriand est un communiste qui était en prison parce que au moment du départ sur le front, il allait voir les gars qui partaient à la gare de l'Est en leur disant « Bon, les petits gars, je compte sur vous, crosse en l'air. » Ah oui. Alors, il s'est fait piquer par les flics, il a été foutu en prison, et quand il était en prison, il a été arrêté, il a été conduit à Chateaubriand, il a été fusillé comme otage. Et maintenant, son nom figure dans la liste des otages de Chateaubriand comme d'un héros de la résistance, alors que c'était un pacifiste. Mais tout est truqué, voilà. tout est truqué, c'est ce que j'ai essayé de montrer en essayant de rétablir ce que j'appelle une conversion de l'histoire, parce que convertir, ça n'est pas seulement, mon père, un terme qui concerne les âmes, c'est aussi quelque chose qui concerne la rente, par exemple, qui concerne tout ce que l'on remet en ordre. Et donc j'ai essayé modestement de convertir l'histoire de Vichy, qui a besoin d'être mise en place. Merci André Figueras. Ça s'appelle Le Palimpseste de Vichy. C'est un petit livre extrêmement vigoureux et merveilleusement écrit, comme toujours. Quand vous prenez la plume, ben non, c'est vrai. Ça fait quand même quelques années que ça dure. Et vous ne durera plus autant. Oh, bah, pourquoi on ne sait pas. Vous voulez pas. C'est pas vous le patron. Non. Hein, tu ne connaîtras ni le jour ni l'heure. Oui. Voilà. Il viendra comme un voleur. C'est paru donc aux éditions. Publication André Figueras. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est le meilleur moyen de ne pas se faire voler par un éditeur. Ni censuré. Boîte postale 2843, 75 028 Paris, CEDEX 01. Ça vaut 100 francs franco, si j'ose dire. Oh oui, conversation sur du le moment que ça vient de Courtoisie, on ne chicanera pas. Bon. Alors, je rappelle l'adresse. Notez bien, boîte postale 28, trait d'union 43, 75 028 Paris, CEDEX 01. Et naturellement, on le trouvera dimanche. Et bien, bien sûr, vous serez des nôtres. Il est des nôtres. Merci André. Sauvez-vous parce que vous avez une réunion là pour parler d'une chose très importante, mais vous reviendrez nous dire de quoi il s'agit dans une prochaine émission.